Le protectionnisme tarifaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont les droits de douane. Ce ne sont que les droits de douane. Et c'est la forme prototype du protectionnisme. Je mets des droits de douane sur les produits de mes voisins. Ils sont plus chers et ils marchent mal dans mon pays. Ce protectionnisme tarifaire est en régression. On verra quand on étudiera l'OMC, on verra ça plus en détail. On assiste à une baisse continue des droits de douane. Alors, attention, pas surtout, pas sur les produits agricoles. Surtout pas sur les produits agricoles qui sont une particularité, je veux dire, une épine dans le pied du commerce international, pour ainsi dire. C'est vrai qu'au niveau il y a beaucoup de choses à dire au niveau des échanges agricoles. Mais en tous les cas, sur tout ce qui est des biens industriels, les droits de douane ont fondu. Ils sont très inférieurs aujourd'hui à 5% en moyenne du prix des biens industriels. C'est-à-dire 3 à 4 fois moins important que la TVA. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que les droits de douane, en tous les cas sur les produits industriels, soient un grave problème. Donc, dans le même ordre d'idée, on a une diminution des subventions directes à l'exportation. Je l'ai dit, ça c'est du protectionnisme à l'envers. Je paye les gens pour qu'ils exportent. Et si je les paye pour qu'ils exportent, c'est comme si je faisais baisser le prix de mes exportations. Donc que je renchérisse le prix des importations, que je baisse le prix des exportations, ça a un peu le même effet, quoi. Bon, diminution des subventions directes à l'exportation parce que plus personne ne le tolère, quoi. Et qu'il y a des gendarmes aujourd'hui de l'échange international et qui punissent les contrevenants aux règles de l'OMC. Donc c'est le résultat des cycles de négociation du GATT. GATT, je pense que vous savez ce que ça veut dire. General Agreement on Tariff and Trade, en français, il y a un cycle, vous savez qu'on traduit tout, ça s'appelle l'AGETAC. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Et puis en 1994, grâce à l'accord de Marrakech, eh bien, le GATT a cédé sa place à l'Organisation mondiale du commerce. Je ne dévoile pas le changement qu'il y a entre la non-institution et l'institution d'ailleurs. On verra ça plus tard. Mais en tous les cas, pourquoi les droits de douane ont baissé? C'est parce que depuis les années 50, eh bien, le GATT et l'OMC, eh bien, c'est leur principal terrain d'intervention. C'est évident. Alors, ce qui est plus drôle, parce que surtout beaucoup plus d'actualité, c'est le protectionnisme non tarifaire. C'est tout ce qui est utilisé qui ne concerne pas les droits de douane, en quelque sorte. Alors, on a d'abord les quotas et les contingentements. Quotas et contingentements, on limite l'accès au marché à un certain volume ou pourcentage. Pendant longtemps, les industriels japonais de l'automobile avaient un quota en Europe. Ils avaient droit à 2 ou 3%, je crois, du marché intérieur français. Donc s'il y avait 3 millions de véhicules vendus en France en une année, à 3%, ils avaient droit, à calcul rapide, à 90 000. Vous arriviez au mois de décembre chez un concessionnaire japonais, on disait « Ah non, on ne peut pas vous vendre de voiture, on va attendre janvier, parce qu'on a vendu tout notre quota. » Donc c'est des choses qui ont existé jusqu'il y a une dizaine d'années, en quelque sorte. Et ça existait aussi sur le textile. Les pays asiatiques s'engageaient à ne pas trop exporter de textile chez nous. Et donc, en contrepartie, nous, on ne leur mettait pas de droits de douane. Donc c'est une sorte de quota, si vous voulez, un peu déguisé, quoi, parce qu'il était librement proposé par les pays producteurs de textiles en Asie. Qu'ils l'ont fait parce que s'ils ne le faisaient pas, forcément, on aurait mis des droits de douane sur leurs produits. Donc quota et contingentement, c'est pareil, c'est plus un problème, ça. C'est ponctuellement, sur quelques produits, ça peut arriver, c'est pas un problème général de protectionnisme. Alors ça, par contre, on utilise à merveille. Donc, des normes techniques, sanitaires et environnementales. Il faut que les produits, quand ils rentrent en France, en Europe, par exemple, mais je prends cet exemple-là, mais c'est vrai dans tous les sens, il faut que les produits qui rentrent chez nous, eh bien, ils obéissent à nos règles sanitaires, environnementales et à nos normes techniques. Bien, me direz-vous. C'est vrai que ça peut justifier, c'est pour la sécurité du consommateur, c'est pour
l'hygiène, la santé. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les producteurs français, c'est vrai pour les producteurs étrangers. Donc, effectivement, a priori, on peut penser que c'est pas du protectionnisme. Alors, a priori, c'en est pas. Maintenant, jusqu'où on va? Quand on change la réglementation rapidement, incessamment, de telle sorte qu'il n'y a que les industriels locaux qui peuvent la connaître et s'y conformer, vous comprenez bien que là, on est en train de faire déborder l'usage de la norme technique, sanitaire et environnementale. Elle n'est plus essentiellement pour protéger le consommateur, etc., mais pour protéger le système économique. Hein, donc la frontière est extrêmement floue. Si vous voulez, par exemple pour le marché américain, si vous voulez vendre des voitures sur le marché américain, vous devez avoir une surface de rétroviseur qui est à peu près 50% supérieure à celle exigée en France. Vous devez avoir une roue de secours qui ne soit pas enfermée, qui doit être accessible de l'extérieur du véhicule, donc une roue de secours avec un carter protégé accessible de dessous la voiture. Vous devez avoir, à l'époque, vous devez avoir des feux stop. Bref, vous devez avoir 3-4 trucs comme ça qui fait que chaque industriel de l'automobile, s'il veut venir aux États-Unis, il est obligé d'adapter son modèle. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus coûteux que de venir avec un modèle tout fait. Donc, on comprend bien l'utilisation abusive qu'il peut y avoir parfois sur les normes techniques pour se protéger des produits étrangers. Donc, c'est vraiment... Alors, la norme environnementale. Les voitures indiennes ne pourront pas ne peuvent pas venir en Europe parce qu'elles ne passent pas les crash tests. Donc là, sécurité du consommateur. A priori, il n'y a rien à dire. Défense du consommateur, il n'y a rien à dire. Les voitures chinoises, pour l'instant, elles ne peuvent pas venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'elles émettent trop de CO2. Ah. Depuis quand date la législation sur le CO2 chez nous? Ah mais même justement, chez nous c'est comme ça, donc il faut que tout le monde respecte. Là, vous comprenez qu'on est franchement à la limite. Franchement à la limite. C'est-à-dire que ce qu'on a fait nous pendant des années, finalement, on interdit aux autres de le faire ne serait-ce qu'un temps limité. Le temps qu'ils trouvent des solutions de substitution. Donc, il y a toujours la tentation d'utiliser ces normes comme des moyens de protectionnisme. Et puis c'est très habile. On met en premier la sécurité du consommateur et le protectionnisme il est derrière. Donc voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Protectionnisme administratif. Alors là, c'est les autorisations multiples. Dès que je bouge, dès que je veux faire venir un container, il va falloir que j'envoie quelqu'un qui passe 4 jours dans les ministères pour avoir des autorisations, payer des bakshish aux fonctionnaires, etc. Et répéter dans le temps jusqu'au bout d'un moment où je me lasse. Je dis le débouché est finalement faible, c'est tellement pénible que je vais aller voir ailleurs. Donc le protectionnisme administratif, dans beaucoup de pays en développement, notamment parce que c'est aussi un système de corruption généralisée, de paiement de bakshish généralisé. Donc ça fonctionne très très bien ça. Mais il n'y a pas que dans les pays du tiers-monde. Pendant très longtemps, je ne pense pas que nos amis japonais le fassent toujours. Les douanes japonaises imposaient des tailles de lettres sur les emballages des produits importés. Et ces tailles, elles changeaient. C'était publié dans le journal officiel japonais ou l'équivalent, vous imaginez, en japonais. Personne n'était au courant. Donc les cargaisons, elles arrivent au Japon. Ah, ça va pas être possible, vous retournez chez vous avec votre marchandise. Vous voyez, elle n'est pas conforme. Là, explicitement protectionniste, le comportement. Donc, protectionnisme administratif. Subvention à la production. Alors, on peut subventionner la production directement. On aura exactement le même effet. Les produits seront moins chers. Pareil pour la recherche et le développement. Le dumping monétaire, social et fiscal. Je fais baisser artificiellement mon coût du travail en ne mettant pas de protection sociale. Et donc, je vais faire des produits moins chers que les autres. Ça, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à l'Asie. Alors même qu'on n'a pas compris que la protection, on ne commence jamais par la protection sociale. On devient riche, la société devient riche, et on protège. Et pas l'inverse. Enfin, en tous les cas, nous, on a fait comme ça.
Donc on peut difficilement exiger que les autres fassent à l'inverse de nous. Qu'ils instaurent d'abord la protection sociale pour éventuellement un jour vivre dans l'opulence. Fiscal. Pourquoi, effectivement, par exemple, vous baissez les impôts sur les sociétés pour encourager les entreprises à venir. Vous augmentez la TVA pour que les importations... C'est un argument qui a été prononcé, hein, pour que les importations elles soient taxées. C'est-à-dire que les pays qui fournissent ces importations, qui sont des pays à faible protection sociale, eh bien, contribuent à la protection sociale française. Hein, donc, vous voyez que là, on a beaucoup d'imagination. C'est ce qu'on a reproché aux Allemands. On reprochait aux Allemands, quand vous lisez la presse aujourd'hui, on leur dit, voilà, les Allemands, leur santé insolente, les 3% de croissance de cette année, ce sont les autres Européens qui l'ont payé. Ils se sont faits de cette croissance sur le dos des Européens, en pratiquant un dumping social et fiscal, en abaissant considérablement leur coût du travail. Ça, c'est des choses qu'on entend. Mythe, réalité, comme souvent, il y a toujours un fond de réalité dans les choses. Enfin, l'argument imparable, la préférence nationale, parce que là, il n'y a rien à dire. C'est le peuple, et dans le peuple, les individus qui décident que pour protéger l'emploi en France, eh bien, nous allons consommer français. Cette attitude est une attitude qui a fait des merveilles au Japon. Il n'y avait pas un produit occidental qui rentrait au Japon jusqu'à ces dernières années. Un salarié japonais, dans les années 70, arrivait au travail avec une voiture non japonaise, il était licencié sur le champ. La préférence nationale. Avec les gendarmes, pour veiller au respect de la préférence nationale. Donc c'est tout un système. Hein. En même temps, les Japonais, dans le même temps, il n'y avait pas de contrepartie, il n'y avait pas de réciprocité, parce que dans le même temps, ils inondaient, dans ces années-là, le monde occidental de leurs excellents produits, pour le coup. C'était même pire que ça. Leurs mauvais produits dans l'industrie de l'appareil photo, les mauvais produits japonais, ils étaient sur le marché japonais. Il n'y a pas de concurrent, puisque de toute façon, les frontières étaient fermées. Il y avait le japonais, si vous voulez acheter un appareil photo, il ne pouvait acheter que des appareils photo japonais. Et lui, il achetait ceux qui étaient de mauvaise qualité, ceux qui n'avaient pas passé de manière favorable les tests de qualité. On disait à l'époque, surtout, si tu vas au Japon, ne reviens pas avec un appareil photo. Tu vas le payer plus cher sur le marché japonais où il est fabriqué qu'ici. Vous voyez bien la tentative de conquête de marché, et il y a beaucoup de chances pour qu'il ait un défaut. Il vaut mieux acheter des appareils photo japonais en Europe ou aux États-Unis. D'accord ? Aujourd'hui, dans le discours politique, c'est ravivé. Avec la crise, c'est ravivé. La défense, alors c'est vrai aux États-Unis, notamment, il y a eu quelques remarques d'Obama qui allaient vraiment dans ce sens, et c'est vrai aussi en France, à l'occasion de l'élection présidentielle. Hein, on se demande comment nous protéger des importations des autres. Et donc, on demande, on exhorte à des comportements citoyens qui consisteraient à acheter des produits français. Vous savez très bien qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un produit français. Lacoste est un produit français. L'essentiel de la valeur ajoutée, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, est produit ailleurs. Hein, donc c'est très très compliqué. Puis c'est pas le travail du consommateur de faire son enquête. Le consommateur, lui, son travail, c'est d'acheter le meilleur produit au meilleur prix. Et pas faire une enquête sur l'origine des produits. Hein, mais en ces périodes troublées et de difficultés économiques, eh bien, ces discussions, ces arguments sur la préférence nationale sont vraiment des arguments qui frappent l'opinion. Le protectionnisme non tarifaire a beaucoup d'avenir devant lui, parce qu'il y en a pour tout le monde, il est pour toutes les situations, il est extrêmement diversifié. On peut faire preuve de créativité dans l'invention de nouvelles méthodes protectionnistes, hein, alors qu'évidemment, avec les droits de douane, c'est quand même assez limité.